Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Les biens des responsables de la Société Générale d'Énergie Sogéner ont été saisis par l'État haïtien ce jeudi. Cette décision a été prise suite à une ordonnance rendue par le juge en charge de ce dossier. L'alerte orange est décrétée par les autorités haïtiennes en prévision de l'éventuel passage du système numéro 9 qui s'est transformé durant la nuit en tempête tropicale baptisée Isaïas. Le nombre de personnes infectées par le coronavirus continue de baisser en Haïti. 7 nouveaux cas et 1 décès ont été enregistrés mardi dans le pays selon le dernier bilan du ministère de la Santé. La justice haïtienne, accompagnée des agents de la police nationale et des avocats de l'État haïtien, ont mis sous scellé ce jeudi 30 juillet les biens des responsables de la Société Générale d'Énergie SA, Sogéner. Selon l'un des avocats de l'État haïtien, Maître Osner Févry, les actionnaires de la Sogéner sont accusés d'escroquerie, de corruption et de blanchiment des avoirs. L'homme de loi a fait remarquer que la compagnie a fait un prêt à la BNC sans respecter les procédures. Suivez ses explications. Il paraît que le juge d'instruction saisi a ordonné une mesure de mise sous la main de la justice sous forme de saisie les biens, les fonds qui appartenaient au Orbe et à Madame Préval. Et ainsi, à partir de Jodia, il semble que ULCC et puis CREF et CPJ devraient continuer pour capable côté les intérêts de l'État qui sont gens blessés, capable de protéger également. Et un prêt qui fait avec accord des autorités financières bancaires d'Haïti, mais particulièrement avec le secteur bancaire public là, c'est dans PNC. PNC paye prêt à 30 millions de dollars, comme ça, moitié sorti dans l'espace de 11 jours, parce que vous payez 30 millions de dollars, il y a des garanties. Qui garantit que compagnie en bail, si moins qu'on contrat avec l'État, mais garantie en bail, bail 2 qui appartient à l'État, bail machine qui appartient à l'État, pas équipement qui appartenu à l'État, et puis l'État va être comme là. Et puis le ministère de l'économie et des finances a dit rien, PRH a dit rien, donc c'est comme ça a passé. Et comme la parité en Haïti, il y a ces domaines, là les Cayman Islands, là l'autre côté, particulièrement pour faire usines, pour faire des maisons luxueuses, meubles luxueux, etc. Donc, sur la base de ces informations, le juge d'instruction entendait BNC confirmait ça tout là, et il y a un papier par DRH pour une explication, il y a déjà l'inspection générale des finances, qui est dans le ministère des Finances, et procédure a commencé, mais avant, pour que les yoga rassemblent tout, pour que les droits de tout le monde respectés, juge d'instruction prend le soin d'inviter les verbes à venir devant, il n'y a pas de fini. Et qu'on est là, avec déclaration du président conseil d'administration du BNC fait devant le juge d'instruction, le juge d'instruction a décidé pour prendre une mesure conservatoire, une mesure de saisie, de mise sous la main de la justice, les fonds, les biens, etc. Et en attendant que le BNCC, BNC, etc., que l'Interpol, la police, avec les mandats que vient en main, ils ont exécuté pour capable de rétablir un petit peu plus le respect dans les droits de l'État, qui particulièrement les intérêts financiers de l'État. Gardez bien M. Sayo provisoirement sous la main de la justice et mettre des mandats, et dit la police, exécuter mandat Sayo, garder provisoirement les biens de ces messieurs sous la main de la justice en attendant que l'Ukraine
ULCC, ils ont vite fait à l'intérieur d'évaluation pour capable de connaître comment ils sont capables de rejoindre l'agence A. Et puis, assistance internationale capable de solliciter tout pour que, à travers l'Interpol, rejoindre le monde qui va à l'extérieur du pays. Les droits, pas oublier ça, les droits des votes doivent être respectés et les droits de la sogénère doivent être respectés et le juge a pris une mesure qui conforme à règles procédure New York. Les autorités haïtiennes ont décrété l'alerte orange en prévision de l'éventuel passage de l'onde tropicale numéro 9. Selon les prévisions, ce système devrait toucher le territoire haïtien dans la matinée du vendredi 31 juillet. Le système national de gestion des risques et désastres a été activé, a indiqué à Radio Métropole le Dr Jerry Chandler, directeur de la Direction de la protection civile DPC. Les centres d'opération d'urgence ont été activés et des réunions de travail ont eu lieu avec les partenaires, dont les agents exécutifs intérimaires en charge des municipalités. Les brigadiers volontaires sur l'ensemble du territoire sont mobilisés et sont prêts à porter assistance à la population, a expliqué M. Chandler. En ce qui a trait aux matériels indispensables pour une réponse en cas de catastrophe, M. Chandler a laissé entendre que des matériels sont déjà prépositionnés et d'autres sont en train d'être distribués. En raison de la pandémie du coronavirus, de nouvelles dispositions ont été adoptées pour limiter le nombre de déplacés dans les abris. Des stocks de masques sont prépositionnés dans les abris et le nombre de déplacés sera réduit de 50% par rapport à la capacité d'avant la pandémie. La marge de manœuvre de la DPC est relativement faible en ce qui a trait aux écoles qui servent généralement d'abri. M. Chandler précise qu'il reviendra aux administrations communales de prendre toutes les mesures nécessaires afin de protéger la population. 7 nouveaux cas de coronavirus et 1 décès ont été enregistrés mardi dans le pays, selon le dernier bilan du ministère de la Santé. Le nombre de personnes infectées est donc désormais de 7 378. Les décès se montent à 159. Quant aux personnes considérées comme guéries, leur nombre est de 4 467. Le taux de létalité du coronavirus en Haïti est de 2,16% contre 4% à travers le monde. 41% des personnes infectées sont des femmes et 58,9% des hommes. Le nombre de cas suspects est de 17 951. Des citoyens de la capitale ont exprimé leur insatisfaction en ce qui a trait à la gestion faite par le gouvernement de l'état d'urgence. Entre avant et après cette disposition, certains estiment que rien n'a changé. Les conditions des hôpitaux publics sont toujours critiques, l'environnement se dégrade davantage et l'eau pour se laver les mains demeure jusqu'ici une denrée rare. D'un autre côté, il y en a qui soulignent que des promesses faites par le pouvoir en place durant la période ne sont pas respectées. Suivez ce reportage de Rudolph Pierre-Louis. Décréter l'état d'urgence sanitaire dans un pays, ce n'est pas une simple annonce. Certes, en situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, mais la gestion du coronavirus par les autorités est loin de répondre aux attentes de ces professionnels. Ça veut dire que il y a un ensemble de problèmes société ça te gagné avant l'état d'urgence là. Pendant l'état d'urgence là, c'est comme s'il vient multiplier. Ça veut dire pour dire l'état ça pas arrivé et avec question état d'urgence ça pas arrivé sous population haïtienne là. Parce que son pays qui était tout le monde n'a pas de jeune d'eau potable, dans pile côté qui pas même jeune d'eau potable pour eux. Ça veut dire donc si le gouvernement a dit que il décrète l'état d'urgence sanitaire, il faut qu'il mette de l'eau potable pour les jeunes, pour laver les mains, etc. Ces jeunes étudiants vont plus loin dans leur réflexion. Qu'implique le terme sanitaire? Ils évoquent leur thèse en se référant au mauvais état des hôpitaux publics du pays.
Pour nous, à l'hôpital général là, font un coup de pied à l'hôpital général pour après qui ça qui gagne dans l'hôpital. Et on va parler de sanitaire. Qui préparation que vous fait? Comment fait baguer l'hôpital et puis vous décréter état d'urgence sanitaire. Là, nous que comme si bah yo un petit genre ambigu. Un autre aspect sur lequel les interrogés mettent l'accent, c'est l'environnement. Comment parler de l'état d'urgence quand certains éléments ne sont pas pris en compte, s'interroge-t-il. Là où il y a toujours avec beaucoup plus de fatra. Peuple là a toujours des difficultés pour joindre même de l'eau pour laver pour te joindre de l'eau pour laver même. Et encore même pour joindre masque pour ta mettre dans figure, peuple a des difficultés pour joindre. Ça veut dire que en Haïti, les premiers ministres disent que yo levé l'état d'urgence sanitaire pas de jamais gain parce que nous était toujours même gens. En somme, nombreux sont les observateurs qui remettent en question la gestion de la crise par le gouvernement. Haïti est sorti de manière un peu précipitée de l'état d'urgence sanitaire, mais cela ne veut pas dire que le coronavirus a disparu, aucun traitement miracle a été trouvé. Qui plus est, au cours de cette période, certaines promesses ont été faites par le pouvoir en place sans être respectées, insiste ce groupe de citoyens. Il y a une question, bon, ça prend même question mon cash là, 3000 gouttes là. Et toujours question fanatiste, c'est moun qui n'en bode. Et bon, ça c'est tellement grave pour 3000 gouttes. Yon et chef d'État dit promettre la baille et petit qui est en difficulté. Et c'est politiser pour 3000 gouttes là. Même t'en a besoin parce que me vivre dans quartier populaire. Chaque jour m'a bien 5 gouttes moi, je même sur mettre mes présidence cap bail. Les mouvements côté me gager nos moyens pour me faire. Ça veut dire que tandem bail 3000 gouttes ça. Nous pas jeunes, nous-mêmes qui dans l'université qui dans besoin. Plusieurs milliards de gourdes issues du trésor public ont été dépensés. Ce que confirment les autorités souligne cet étudiant en droit et ce quadragénaire. L'un parle d'obligation de reddition de comptes et l'autre dit espérer un meilleur comportement de la part du gouvernement. Ça veut dire que qui nous pas le faire calculer, qui ont transparence là-dedans. L'autre côté au décret d'état d'urgence, nous comment ça y est. Le gouvernement prend des mesures d'accompagnement pour aider la population capable pour que tout le monde capable sentir que ou monde qui bon côté. Je dis bien, c'est pas l'état d'urgence qui problème, non, c'est la façon que yo fait là. Selon le Premier ministre Joseph Joute, l'état d'urgence est levé. Mais ceci n'empêche pas cela. Après 4 mois, soit le 19 mars au 20 juillet, cette décision gouvernementale fait débat dans la capitale et les avis sont partagés. Il y en a qui estiment qu'il y a eu une bonne gestion, d'autres sont plutôt mitigés dans leur position et finalement, il y a ceux qui espèrent une meilleure gestion au cas où il y aurait une autre pandémie. Claude Désir et Rudolph Pierre-Louis pour Télémétropole. Le travail n'a toujours pas repris au bureau central de l'EDH, situé au Bicentenaire, une semaine après l'occupation des locaux par les forces de l'ordre. Dans l'intervalle, le blackout s'intensifie et certains quartiers de la capitale n'ont pas été alimentés en courant depuis 3 ou 4 semaines. Le Premier ministre Joute a effectué une visite en début de semaine au local de l'institution. Il a rencontré les membres du syndicat qui protestent contre la nomination de Michel Présumé. Le blackout là, pour le civil, pour le drastique, c'est parce que, employé qu'on est en mode de mobilisation et il y a une quantité de circuits à travers la zone métropolitaine qui pas arriver à alimenter à cause de circuits ça en défaut. En défaut et que en panne. Égal, là que c'est le crise qui est campé à Centrale continue à produire, mouvement d'énergie et dispatching qui continue à coordonner avec Centrale pour alimenter circuits. Mais à l'aide des dernières notes que le ministère de l'État fait sortir qui demandait tout employé arrêter la caillou indistinctement, ça va nous permettre d'encourager pas de possibilité pour ces cellules grises de continuer le travail, qui vont continuer à exister, même si en partie il est là, mais pour permettre de faire des réparations sur ce circuit, même si c'est le soir, parce que bon nombre de circuits que nous gagnons qui en panne, qui en défaut à cause des dernières la pluie qui est tombée là, même lorsque tu as une production, il n'y a pas qu'à alimenter parce que en panne, circuit ça puis faut là en panne et tout paradoxalement parlant pendant la journée aujourd'hui, nous avons sur de production. Alors en plus dans la population pas le saisir. Voilà ce que nous avons un blackout sévère drastique et puis nous avons surproduction. Ça n'entend pas surproduction, c'est quantité
énergie, nous avons dit qui est disponible en moment là, Pélic, nous parlons de centrale Pélic, Carrefour, e-Power qui a produit là, puisque nous avons une quantité de circuits qui est en panne, production ça est disponible, il nous oblige à faire retrait groupe du côté de e-Power et centrale Carrefour, parce que quantité de circuits qui, bon nombre de circuits qui en panne permettent que nous pas qu'à alimenter avec sa lumière. Ça veut dire que, dans le moment, lorsque nous avons un blackout sévère drastique, mais nous avons sur de production. Alors que c'est ça qu'on a dit, le gouvernement à plus haut niveau, comme nous, le Premier ministre, il a embrassé la question, le président Jovenel, à travers le Premier ministre, il a embrassé la question, certainement tout, et que pour faire en sorte que nous, comme nous toujours disons, tendez à utiliser sagesse, tendez la raison, pour permettre à ce que, pour la crise là, finalement, lever pour nous-mêmes, techniciens au niveau EDH, pour que le service population attendent nous-mêmes pour nous joindre. Le ministère du Tourisme, l'Association touristique d'Haïti et le ministère de la Santé publique ont signé mercredi le protocole sanitaire de réouverture de la destination Haïti après 3 mois de fermeture du pays en raison du coronavirus. Les opérateurs touristiques qui auront à collaborer dans le cadre de la mise en application des directives de ce protocole recevront un certificat de conformité du ministère du Tourisme. Selon la ministre du Tourisme, Myriam Jean. Suivez ce reportage de Jean-Jules Desauguste. Le processus suivi dans le cadre de la mise en œuvre de ce document guide s'inspire des méthodes expérimentées par d'autres pays. Il a été complété grâce aux directives édictées par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et l'Organisation mondiale du tourisme (OMT) d'une part, et d'autre part par des autorités sanitaires haïtiennes que sont la cellule scientifique et la commission multisectorielle de gestion de la COVID-19, explique la ministre du Tourisme, Myriam Jean. Les consignes sanitaires et les mesures barrières prévues dans ce manuel devront faire l'objet d'une stricte application par les établissements touristiques, a souligné Myriam Jean, qui en a profité pour présenter les objectifs de ce protocole. Maîtriser la propagation du virus dans les établissements touristiques. Veiller à la protection des clients ainsi que le personnel des établissements touristiques. Restaurer la confiance rapidement dans la chaîne touristique. Disposer d'une offre touristique saine et de qualité dans le contexte de la pandémie de COVID-19. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons nous tous rassurer les voyageurs. De son côté, la présidente de l'Association touristique d'Haïti, Raina Forbin, rappelle les circonstances dans lesquelles ce protocole a été composé et le processus de validation suivi par le ministère du Tourisme et le ministère de la Santé publique. Et suite à quelques recommandations et ajustements de standardisation, la destination Haïti est désormais dotée de cet outil capable de la rendre compétitive face aux autres destinations de la Caraïbe, a fait savoir la présidente de l'ATH. À cet effet, tous les grands pôles touristiques et tous les membres de l'Association touristique d'Haïti sont déjà touchés et sont appelés à mettre ces mesures en application, a confirmé Mme Forbin. En résumé, ce protocole donne l'assurance de la protection sanitaire des employés et des touristes qui viendront dans la destination Haïti. Voilà ce que nous pouvons faire déjà pour prouver au monde entier que Haïti est réouverte au tourisme en toute sécurité et en toute fiabilité. Plus loin, c'est le représentant du ministère de la Santé publique et de la Population qui communique un message phare aux opérateurs touristiques du pays. Écoutons le représentant du ministère de la Santé publique, le docteur Yves-Gaston Delouche. Ce document, et le ministère recommande fortement son utilisation, sa mise en application par les différents opérateurs des différents sous-secteurs du milieu hôtelier. En effet, pour mieux s'assurer du respect des mesures et consignes exigées par les autorités sanitaires, à partir de cette réouverture, tous les opérateurs touristiques devront informer les visiteurs des dispositifs à observer par l'affichage. Les opérateurs touristiques qui auront prouvé leur capacité à respecter la mise en application des directives de ce protocole recevront un certificat de conformité, a conclu la ministre du Tourisme. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Rappelez-vous que vous pouvez suivre Métro News en différé sur YouTube à l'adresse Métropole Télé. Voilà. À la prochaine, même heure, même chaîne.